Bonjour et bienvenue à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, coach certifiée de la Life Coach School, psychologue et entrepreneur. J'ai été aussi cette fille qui cherche le bouton pause de son cerveau depuis des années. Et je suis ravie de te dire que c'est en arrêtant de le chercher que j'ai fini par me trouver moi. Dans cette deuxième saison, je partage avec toi tout ce qui m'a guidée à moi et à plus de sérénité. Mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach, etc., etc. Chaque semaine, en solo, en duo, en 5, 10, 15 ou 20 minutes, je t'offre une dose d'inspiration, de l'énergie et des bonnes ondes pour te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et devenir pleinement qui tu es. Hello, passagères et passagers. Bienvenue dans la saison 2 de Passage Insolite. Pas de longue intro, pas de blabla ou d'explication, je te propose de plonger directement dans l'univers de notre invitée aujourd'hui. Elle est jeune, elle est créative, elle est entière, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec une énergie et une détermination qui me bluffent. Elle est vraie, encore une fois, alors je te laisse la découvrir avec ses mots, ses émotions et ses réflexions. Bonjour chère invitée, peux-tu nous dire comment tu t'appelles ? Hello Bénédicte, eh bien je m'appelle Léa. Et tu as quel âge ? J'ai 28 ans cette année. Si tu devais dire qui tu es et ce que tu fais, qu'est-ce que tu nous dirais ? Et maintenant j'aime bien dire que je suis PDG des Cuisses qui frottent. Et donc du coup je suis à la tête de Cuisseau, donc l'entreprise française qui a pour mission de libérer les femmes de la douleur et de la honte des cuisses qui frottent. Des cuisses qui frottent, c'est toute une mission, une très belle mission. Et c'est quoi ton petit truc en plus ? Alors je dirais, mais ça va paraître peut-être un peu hautain, je sais pas, mais je suis quelqu'un d'assez drôle et c'est ce qu'on me dit souvent et que du coup mon petit truc en plus souvent c'est d'amener un peu de légèreté, de gaieté dans les environnements dans lesquels je suis et avec les gens avec qui je suis. Trop bien. C'est vrai que moi, je l'ai remarqué, effectivement. Donc, il n'y a rien d'autant ou de Voilà. prétentieux. Effectivement, ça me semble bien te correspondre. Et un adjectif qui, du coup, te correspond aussi ? J'aurais dit que je suis fédératrice. Enfin, ouais, un peu, et ça se voit à travers Cuisseau, tu vois, un peu l'envie d'emmener les gens me suivre dans mes idées, etc. Et comme j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme, et les gens en général me suivent. Enfin, non pas que je vais créer un truc exceptionnel, mais ouais, On ne sait fédératrice. pas. Et alors, est-ce que du coup, tu as un super pouvoir dans la vie ? Ouais, et je pense que c'est l'empathie, vraiment. Je suis quelqu'un de très très sensible et très empathique et ça me permet d'être très à l'écoute des gens qui m'entourent. Et ouais, ça c'est vraiment un super pouvoir, je trouve. Alors ça nous fait quand même un magnifique combo entre la légèreté, l'humour, le côté fédérateur et l'empathie. Ça fait déjà une très très belle base pour de l'intelligence émotionnelle. J'imagine qu'il y a pas mal de sensibilité aussi. Oui, tout à fait. Enfin, vraiment complètement. Diagnostiqué, on est en plein dedans. Super. Alors, je te propose de passer vraiment à la partie corps du podcast qui tourne autour du mindset, du changement au féminin et d'être soi. Et du coup, je voulais savoir ce qu'est pour toi être authentique. Alors, je pense, en fait, c'est assez bête, mais pour moi, être authentique, c'est ne pas essayer de ressembler à quelque chose qu'on imagine. Je te donne un exemple un peu concret. En montant ma boîte, j'avais une vision un peu particulière, enfin ou spécifique de l'entrepreneuriat, qui est celle qu'on voit dans les médias, où tu as des gens qui vont travailler de 6 heures à 23 heures, beaucoup d'ego, où il faut pas tout dire, enfin, etc., etc. Et on peut très facilement, en rentrant dans un milieu qu'on connaît pas, essayer d'en absorber et d'imiter les codes de ce milieu-là. Et moi, je dirais que l'authenticité, c'est justement se dire, attends, j'ai pas besoin de voir quels sont les codes. Moi, je vais le faire de la façon dont ça me représente et là où je me sens bien. Et je pense que quand tu es authentique, tu n'as pas d'effort à fournir. En fait, c'est ça. T'es pas en train de te débattre et d'être en dissonance, et etc. Tu es vraiment là où tu es, comme tu fais, et peu importe si tu coches les cases ou tu coches pas les cases d'un métier, d'un milieu, etc., etc.
J'aime bien l'idée que tu ramènes ça à ce projet entrepreneurial et à l'entrepreneuriat parce que effectivement, on a, et même le monde du travail en général, on a toujours l'impression qu'il faut forcément adopter des codes et évidemment hein, qu'il faut suivre une certaine trame, etc. et s'adapter. Mais ça veut pas dire pour autant se perdre, quoi. Et en fait, oublier qui on est. Donc, je trouve ça chouette que tu mettes cette perspective de l'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui m'a fait vouloir te contacter pour le podcast parce que ça transparaît énormément dans ce que tu fais, que tu emmènes pleinement qui tu es dans ton projet et ton entreprise. Et je trouve ça très, très chouette et très, très beau. Et ça donne envie justement de te suivre. C'est très gentil. C'est sincère. Entre sincérité et authenticité, à un moment, il faut que ça se croise, forcément. Donc, est-ce que tu pourrais partager avec nous un changement qui t'a révélé? Oui. Et alors, j'en ai un gros. En sortie d'études, donc moi, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait des études dans la finance. Et donc, j'ai commencé à travailler en banque d'affaires. Donc, autant dire qu'on est loin des cuisses qui frottent. Et de façon un peu concomitante. Alors, est-ce que ça a été créé par ça? Est-ce que ça a été juste amplifié par ça? Je ne sais pas. Mais j'ai développé à ce moment-là un trouble anxieux généralisé. Donc qui a été assez compliqué à gérer et qui m'a forcé en fait à me dire non mais attends, qui t'es, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Et ça m'a permis de me dire bah déjà j'ai pas envie de bosser en finance. Donc à ce moment-là, j'ai changé de boulot, ça m'a permis aussi de me dire bon bah peut-être que je pourrais explorer d'autres pistes et donc je me suis inscrite à un bootcamp entrepreneurial et surtout ça m'a permis à faire la paix avec ma santé mentale. Moi, j'étais quelqu'un qui considérait que la santé mentale c'était pour les faibles et donc je me la suis prise en pleine face et ça m'a forcé à regarder tout ça, à regarder comment je fonctionnais, à comprendre qui j'étais et à développer du coup ce que j'avais un peu en moi d'empathie, de sensibilité et à plus essayer de le cacher. Donc finalement, c'est comme si tu étais en train de dériver loin de qui tu étais, loin de tes valeurs et de tes aspirations, et que la vie, par ce problème d'anxiété, t'a redit « Ouh là là, Léa, il faut faire quelque chose, il faut que tu retournes dans ta voie, toi ». Exactement. Franchement, je pourrais pas mieux l'exprimer que ça. C'est-à-dire que je pense que j'étais pas du tout alignée, que je me voilais une partie complète de ma personnalité, et d'autant plus que, et ça va revenir à ce qu'on disait sur l'authenticité, j'étais dans un milieu où, si tu veux, toute la sensibilité, l'empathie, etc., n'a pas sa place. Et donc, j'ai essayé, en plus, tant bien que mal, de rentrer dans les codes de ce milieu-là, mais dans lesquels, enfin, au final, je suis hyper éloignée. Donc, ça pouvait pas fonctionner. Donc oui, la vie a une façon assez drôle et parfois un peu violente de te ramener là où tu devrais être et surtout de te forcer à te dire, attends, mais pose-toi 2 secondes, arrête d'avancer en pilote automatique et demande-toi ce que tu veux faire, quoi. Est-ce que tu as eu des petits signes, en fait, avant-coureur, avant ce trouble anxieux généralisé, qui te faisaient te dire « Ah, je suis peut-être pas exactement dans la bonne direction ». Alors, c'est toujours facile de le regarder après, mais moi, ça m'intéresse aussi parce que j'ai été un peu comme toi. Alors, j'ai fait des gros changements à des moments de ma vie et en n'ayant pas su entendre ces petits signes. Et du coup, je trouve que ce qui est intéressant dans ces histoires, c'est d'avoir le retour des gens et de dire « Ah oui, il y avait eu des petits signes et j'aurais peut-être pu entendre ». Alors, est-ce que tu en avais eu, toi? Ouais, franchement, avec le recul, je pense, déjà, le premier truc, c'est que quand je regarde en arrière, je me dis que c'était beaucoup d'ego. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression, en intégrant l'école que j'ai intégrée après ma prépa, d'avoir raté. C'était pas celle que je voulais, etc., etc. Donc direct, je me suis dit, ok, il me faut quelque chose. Bah, la finance, tu vois, c'est prestigieux, donc ça va rattraper ce truc-là. Il faut que j'aille dans une grande banque parce que c'est prestigieux et ça va rattraper ce truc-là. Et les petits signes que j'avais eus, et en plus dès le début, c'est, tu vois, par exemple, mon tout premier stage que je fais dans un cabinet d'audit très reconnu et dans lequel tout le monde a envie d'aller pour son premier stage, je m'entends qu'avec les personnes qui disent mais c'est quoi ce métier de con? Alors pardon hein, pour les gens qui vont faire de l'audit, mais je m'entends qu'avec ces personnes-là qui ont un recul et qui se disent mais pas envie en fait et j'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont très investis à ce moment-là dans l'entreprise et que j'ai l'impression de me dire mais ils voient pas ce qui se passe, enfin, que c'est un truc complètement abrutissant, etc., etc. Et pourtant je continue et à chaque étape, je m'entends très bien avec les gens un peu dissidents entre guillemets et dans tous mes stages c'est ça et pourtant je me dis pas à un moment ah mais tiens peut-être que ça ne me plaît pas. Et puis en plus je sentais bien que je prenais aucun plaisir, c'est-à-dire que j'avais pas envie de vraiment progresser ou etc. Je bachotais un peu ce qu'il fallait que j'apprenne et comme je suis quelqu'un qui apprend assez vite, ça se passait assez bien.
Mais j'avais aucune envie d'aller plus loin. Je voyais bien que par rapport aux autres stagiaires qui étaient là, qui se démenaient, qui étaient toujours au courant de l'actualité financière, de machin, de trucs, moi vraiment, mais pas envie. Ça m'intéressait pas en fait. Donc avec le recul, c'est quand même fou de voir à quel point c'était pas le bon endroit. Et je me souviens aussi, et promis c'est la dernière anecdote, mais ma grand-mère, qui n'y connaît rien à tous les métiers qu'on fait aujourd'hui, mais qui me dit, quand je lui dis ah voilà maman j'ai été prise à telle banque, mamie pardon j'ai été prise à telle banque, je vais faire tel métier, elle me dit ah mais ça te correspond pas beaucoup. Donc tu vois il y avait vraiment des warnings partout et moi j'ai continué genre non pas du tout, c'est super. Donc ouais il y a des signes et comme tu veux pas les écouter, on finit par t'en mettre un très gros. C'est ça. Et mamie, quand elle te dit, ça te ressemble pas beaucoup, comment tu réagis à ce moment-là? Je suis très vexée. Je suis très vexée parce que je me dis, en fait, on m'a reproché toute mon enfance d'être quelqu'un de très susceptible, qui interprétait énormément ce que les gens disaient. Et du coup, j'avais des réactions de colère très intenses, etc. Et du coup, quand ma grand-mère me dit ça, je me dis, mais elle me voit encore comme une petite faible, hyper énervée, qui arrive pas à trouver sa place. Enfin, tu vois, un peu ça. Ça me pique au vif. Et j'ai envie de lui dire, mais mamie, t'y connais rien à la finance, t'en sais rien de ce que je suis capable ou pas capable de faire. Et ouais, ça me vexe énormément. Et depuis, c'est très drôle parce que le jour où j'ai démissionné, du coup, ma grand-mère m'a dit, ah bah voilà, c'est une très bonne idée. Et maintenant, à chaque fois qu'on en reparle, on en rigole et elle me rappelle tout le temps, mais moi, je savais qu'il fallait pas que t'ailles là, etc., etc. Donc, ouais, j'ai été très vexée. En fait, c'est vraiment ce côté aussi de l'ego, en fait, comme tu disais au départ, et t'as pas entendu la bienveillance et l'amour de ce que te disait à ce moment-là ta grand-mère, et tu l'as juste vu à travers ce filtre qu'on peut avoir de dire, ben oui, mais moi je vais y arriver, je vais prouver, etc. Donc ça t'a peut-être encore plus renforcé dans l'idée d'y aller, alors elle te le disait certainement avec tout l'amour et la bienveillance qu'elle pouvait avoir pour toi, quoi. Ah mais c'est sûr. Et puis moi, j'avais envie du coup de ce statut de réussite. Tu vois, et je voulais l'atteindre parce que j'avais vécu l'échec de mes concours, parce que, etc. Et donc, ouais, j'étais vexée quand elle m'a dit ça et je me suis dit, mais déjà, qu'est-ce que tu connais? Enfin, tu vois, à la finance, t'es qui? Tu vois. Mais oui, effectivement, alors qu'elle, c'était vraiment une inquiétude, en fait. Alors peut-être qu'elle me l'a mal communiqué et moi, de toute façon, j'avais à ce moment-là un prisme qui faisait que je l'aurais pas bien reçu, mais c'était de l'inquiétude et c'était bienveillant, ouais. Donc, si je résume, c'est les petits signes, ce serait l'absence vraiment de motivation finalement dans ce que tu faisais au quotidien, pas l'envie. Donc, comme je pense que tu es quelqu'un qui est engagé, à un moment tu fais les choses comme elles doivent être, mais finalement sans envie, sans énergie, sans entrain. Cette petite question de l'ego qui, je pense, et c'est vraiment très très gentil de le partager parce que c'est pas quelque chose qui est facile à dire, de dire bah ouais je faisais ça parce que j'étais dans l'ego. Faut avoir travaillé sur soi pour le dire, mais je pense que c'est quelque chose d'important de regarder l'ego parce que souvent l'ego il est vraiment finalement très antinomique avec l'amour de soi. C'est une projection de quelque chose d'idéalisé qui nous conduit souvent dans des mauvais endroits. Donc on a dit manque de motivation, ego, et puis effectivement après ces petits signes de relation que tu nouais au fur et à mesure. Ouais. Exactement. Donc peut-être c'est des choses qu'on peut conseiller aux personnes de regarder un peu dans leur vie et d'essayer d'enquêter, d'investiguer sur ce que ça peut vouloir dire si elles ressentent ça. Merci beaucoup. Tu vas mieux aujourd'hui? Oui, beaucoup mieux. Alors, je suis toujours quelqu'un d'anxieux, ça changera jamais, mais je sais mieux le gérer et je sais mieux aussi écouter ce que ça veut me dire. Parfois, c'est juste que je suis trop dans ma tête et à ce moment-là, je me repose, j'ai des thérapies, etc. Mais parfois, c'est aussi du coup des alertes, des signaux pour me dire non, là, ça va pas te convenir, c'est pas un environnement qui te va, ou c'est trop tôt pour faire ça, ou etc. Donc, j'écoute beaucoup plus ce que me dit ma tête et mon corps, ouais. Donc, tu as appris à travailler ta sensibilité et justement ton authenticité, c'est-à-dire que ce que je trouve très très joli aussi et très motivant, c'est de se dire quelque part un projet entrepreneurial, ça peut être quelque chose d'extrêmement anxiogène. Et ce que j'entends dans ce que tu me racontes, c'est que c'est aussi à travers ce projet qui te correspond que tu arrives aussi à mieux réguler ton anxiété et à mieux l'accepter aussi. Complètement. Et en fait, je me rends compte que c'est une vraie force. En fait, c'est pas une force d'être anxieux en soi, mais c'est une vraie force de savoir comment tu fonctionnes. Qu'est-ce qui te motive? Et si je prends un truc très concret, comment tu travailles aussi? Moi, je suis quelqu'un qui, du coup, va travailler par petits moments très focus, mais je ferai jamais des longues journées. Pour moi, c'est
intenable, c'est impossible. Je suis une petite nature en fait, c'est-à-dire que je vais très vite tomber malade, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, enfin tu vois, et du coup, c'est pas grave. En fait, en entreprise, c'était compliqué parce que, encore avec le télétravail, ça allait, mais en banque, tu vois, j'étais au bureau à 8 heures et il fallait que je parte vers 21 heures. Donc, t'as pas le choix que de faire tout ça. Mais moi, j'ai besoin de trouver une flexibilité, j'ai besoin d'avoir des vrais temps de repos, même au milieu de ma journée. Je suis quelqu'un qui arrive, enfin, tu vois, on partage le bureau avec Julie, donc si tu suis cuisseau, tu vois qui c'est, mais Julie va avoir des horaires beaucoup plus carrés, cohérents. Moi, il y a des jours, je vais repartir à 16 heures parce que j'y arrive plus, enfin, tu vois. Et donc, en fait, c'est hyper important, pas forcément d'être anxieux, pas anxieux, d'être empathique, pas empathique, d'être sensible, pas sensible. C'est hyper important de savoir comment tu fonctionnes et de pouvoir te laisser la place d'aller jouer sur tes forces. En fait, moi, j'essaye plus de me conformer à ce qu'on attend de moi et à surmonter mes faiblesses, entre guillemets, genre je me débat pour avoir un rythme de 8 à 19. Mais par contre, je vais vraiment prendre mes forces. Et moi, je suis quelqu'un, quand je me mets sur un truc, je vais travailler vite et bien. Et ben, c'est pas grave si c'est de 23 à minuit parce que d'un coup ça me prend, ou si c'est de 8 à 10 et après je fais plus rien. Enfin, tu vois, c'est un peu ce truc-là, je dirais, qui m'aide vachement. Et c'est aussi pour ça, quand on revient au truc d'authenticité, c'est de se dire, faites les choses comme vous sentez que vous devez les faire. Et on s'en fiche un peu de ce que pensent les autres. C'est très dur, hein, parce que tout le monde va te dire ah bon, enfin même dans le monde de l'entreprise, on connaît tous le t'as posé ton après-midi, et même dans l'entrepreneuriat, tu vois, quand tu vois les gens qui sont là à mettre sur LinkedIn, je n'ai pas pris de congé depuis 6 ans et demi et je dors 1 heure par nuit, tu te dis mais qu'est-ce que je fais mal, tu vois. Mais pour moi, c'est pas mon rythme, et donc peu importe. La question pourrait être qu'est-ce qu'ils font mal? Parce que clairement, c'est pas forcément. Bon, après, ou qu'est-ce qu'ils font bien? Peut-être si ça leur correspond et si ça leur va, tant mieux. Mais je crois qu'effectivement, tu as bien raison. C'est le tout est de s'écouter, de savoir ce qui est absolument essentiel pour nous et de savoir s'adapter. Et effectivement, ça, on peut le faire aussi bien en entrepreneuriat qu'en salariat, même si effectivement on a des cadres et des horaires, mais on peut organiser ses journées de travail en fonction de son rythme, etc. Et ça, c'est super important. Complètement. Effectivement. Mais pour faire ça, faut bien se connaître en amont. Faut vouloir aussi regarder un peu ses failles pour justement enlever la culpabilité, en fait. Oui, puis il faut savoir le communiquer aux gens avec lesquels tu travailles aussi. Et est-ce que tu aurais un encouragement, un conseil à partager avec celles qui ont du mal à avancer, vers qui elles sont parce qu'elles ont peur ou qu'elles hésitent ou qu'elles doutent? Déjà, j'ai un message d'espoir qui est que je sais que ça fait très peur, hein, de moi quand j'ai démissionné alors que c'était ça ou ne plus vivre, donc il fallait quand même démissionner. J'étais terrifiée. Donc je sais que ça fait très peur, ça fait peur de tourner le dos à ce qu'on pensait être notre voie ou une carrière ou un machin, ou peu importe, une vie de famille, enfin peu importe, une construction qu'on s'était faite et dans laquelle on voulait évoluer. Je sais que c'est terrifiant. Mais en fait, le bonheur qu'il y a derrière est incroyable. Donc déjà, ça, c'est mon premier truc. C'est que vraiment, ça vaut le coup, en fait. Et la vie est trop courte pour se conformer à quelque chose qui nous va pas. Et l'autre chose, moi, je dirais, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est la technique des petits pas. C'est-à-dire que chaque petit pas que tu fais en avant, tu le perds jamais. Et même si c'est juste dire, bah là, j'ai fait un petit pas pour m'autoriser à me dire que j'étais pas bien dans mon boulot, bah c'est déjà un petit pas, tu vois. Et tu perdras jamais cette petite prise de conscience de, bah en fait, je suis pas bien là. Et c'est petit pas après petit pas. Ça sert à rien de se dire, là, faut tout que je change, et parce que c'est terrifiant, hein, c'est hyper dur. Mais par contre, si tu prends une petite décision, puis une petite décision, puis une petite décision, et bah à la fin, tu verras que tu as fait tout le changement que tu voulais et tu vas te retrouver là où tu es. Ouais. Moi, j'adore cette théorie des petits pas. Elle est vraiment très, très positive et constructive. Et effectivement, au lieu de regarder le sommet qui est au loin, se dire on fait des étapes et on avance. En plus, en se disant on peut changer d'avis entre temps. Hein. Je veux dire, c'est nous qui sommes le pilote dans l'avion ou du GPS. Donc, c'est une très, très belle idée. Merci. Est-ce que tu as, toi, une idée de ton prochain changement, petit ou grand? Alors, j'ai réfléchi parce que cette question, tu m'avais prévenue. Oui. et j'avoue que là, j'ai pas réussi à en trouver. En fait, d'accord. Parce que tu viens d'en faire un tellement gros. Oui, j'en ai fait un très gros et pareil, on a pris des bureaux et etc., etc. Et du coup, là, je suis un peu dans une routine, tu vois, où je pense qu'il y a plein de petits changements chaque jour. Mais là, je suis sur un rythme un peu de croisière. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Je pense que l'énorme changement qui va arriver pour moi, mais je sais pas exactement quand, ça va être quand on va quitter Paris avec mon copain. Mais
Quand te dire est-ce que ça sera dans 2 ans, dans 5 ans, j'en sais rien. Mais ça, celui-là, je sais qu'il arrive. D'accord. Voilà. Mais c'est un peu plus loin. Dans ta vision de vie, tu sais que c'est quelque chose que tu vas mettre en place. Mais pour l'instant, avec tous ces gros changements que tu as fait, tu es en mode aussi je me laisse porter. Ouais. Et ça, c'est bien parce que ça veut pas dire que le changement ne se met pas en place et que justement, il se passe rien. Mais ça veut juste dire qu'on a aussi ces temps d'intégration. Exactement. C'était le mot que je cherchais. C'est exactement ça. Et on continue et ça permet de refaire un terreau fertile pour continuer à avancer. Oui, et pour que du coup, tu perdes pas tous tes repères tout le temps d'un seul coup, quoi. Ouais, c'est hyper important. Et est-ce que tu as une routine ou une habitude pour prendre soin de toi que tu pourrais nous partager? Oui. Moi, je sais que c'est un peu bête et tout le monde doit le dire tout le temps. Allez, j'en ai 2. J'en ai une, c'est que au maximum, et j'ai vraiment repris cette habitude que j'avais laissée un peu de côté, tous les soirs, je lis dans mon lit. Et donc, j'éteins mon téléphone, je le mets en mode avion et je lis. Et moi, ça me fait un bien fou. Et parce qu'en plus, en tant que personne un peu sensible, quand j'ai du bruit, des images, etc., au bout d'un moment, ça m'épuise. Donc, ce moment vraiment de calme et où je force mon copain à mettre, lui, des écouteurs, etc., pour plus avoir de bruit ambiant et être plongé, immergé, bon, je sais pas si c'est dit comme ça, mais dans ma lecture, ça, c'est un vrai moment pour moi. Et je pense que pour toutes les personnes hypersensibles, réussir à faire cette petite bulle j'ai pas de stimuli extérieur, ça c'est royal. Et je peux le faire le soir, mais je peux le faire à d'autres moments de la journée. Quand je sens que c'est trop, je coupe tout. Et l'autre, et ça c'est grâce à ma copine et maintenant collègue de bureau du coup, Julie, j'ai recommencé à prendre soin de moi physiquement. Et donc, tous les soirs, mais alors, ce que je faisais plus du tout, je prends le temps de bien me laver le visage, de mettre une petite huile, de mettre une petite crème. Et c'est devenu ce truc de un peu take the day off, genre j'enlève tout, je fais ça et je sais qu'après, je suis en pyjama et c'est pile le moment où je commence à lire. Tu vois, ça marque vraiment un autre moment où je me laisse plus déranger par l'extérieur et je prends soin de moi. Et plus je le fais, moins j'ai envie de pas le faire. Vraiment, il y a un soir où je l'ai pas fait et j'étais ronchon. Donc maintenant, je le fais. Même si j'ai un peu la flemme, tu vois, je me dis allez non, je sais que ça va me faire du bien, quoi. Ah, c'est super. J'aime énormément parce que c'est une petite routine qui, quelque part, prend pas énormément de temps et qui, en même temps, permet justement de faire aussi cette transition entre notre journée bien remplie, notre cerveau, avec toutes ces milliers de questions. Je pense que tu es un peu comme ça aussi. Et en fait, ça envoie un message à la fois à notre corps, à notre cerveau. Tiens, là, en fait, je vais couper et je vais passer à autre chose et je vais aussi pouvoir profiter d'une bonne nuit pour me reposer, me ressourcer et repartir demain autrement. Exactement. Et je le conseille vraiment aux personnes qui, comme moi, font de l'anxiété, etc. Ça peut être très dur de t'endormir ou quand tu as plein de choses dans la tête, quand tu n'as pas fait cette vraie coupure. Pour moi, c'est salvateur. Il y a des gens chez qui ça leur pose pas de problème. Ils n'ont pas le cerveau qui tourne en permanence et ils s'endorment très facilement. Moi, sans ça, c'est difficile. Ouais, la chance, vraiment. Sinon, tu sais, j'en arrive au moment où il faut que je mette une vidéo dans mes oreilles pour m'endormir si j'ai pas vraiment pris cette coupure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un conseil en tout cas pour moi, qui fonctionne très très bien là-dessus. Que je partage complètement. Merci Léa du fond du cœur pour tout ce que tu viens de nous envoyer en émotion, en énergie, en bonne humeur. Je crois que ta caractéristique, c'est ton petit truc en plus, on l'a bien ressenti. Est-ce que tu peux juste nous dire où on peut te retrouver et où on peut retrouver Cuissot, qui moi est un concept que j'adore et je me dis mais comment c'est possible que personne n'y ait pensé avant? Je te l'ai dit d'ailleurs, la date. Oui. Donc, explique-nous un peu Cuissot et où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, Cuissot, comme je le disais au tout début, donc c'est une marque que j'ai créée parce que ça faisait des années que je souffrais des cuisses qui frottent et que je me suis dit qu'il fallait à un moment créer un produit et arrêter de culpabiliser les femmes sur le fait que juste en fait morphologiquement leurs cuisses frottent et que c'est douloureux. Et du coup, pour retrouver Cuissot, sur Instagram, où je suis très présente et je partage un peu tout. Alors attention, c'est pas un Instagram de marque, c'est à mi-chemin entre l'Instagram de Cuissot, mon Instagram personnel. Oui, mais c'est Cuissot, du coup, c'est Cuissot et Léa. Mais voilà, donc Cuissot, c'est écrit CUI2SOH et sinon, full LinkedIn, le site internet, etc. Et il faut pas hésiter à me contacter si on a des questions parce que je prends toujours le temps de répondre.
Je mettrai bien sûr tous les liens dans les notes du podcast. À nouveau, merci et puis passe une très belle journée et j'espère à très très bientôt. Eh ben, merci à toi, c'était trop chouette et puis bonne journée aussi. Alors, passagères et passagers, j'espère que cette immersion dans l'authenticité de Léa t'a parlé. Ce que je retiens, moi, de Léa, c'est cette volonté, cette détermination farouche de s'écouter tout en continuant à aller de l'avant coûte que coûte. Son anxiété, Léa l'a apprivoisée. Elle ne lutte plus contre elle, mais elle l'accepte pour mieux la dépasser les jours de ciel bleu. Ce que j'aime tout particulièrement et ce qui me touche et m'inspire, c'est de constater combien cette jeune femme se recentre en permanence sur qui elle est pour mieux avancer et créer, construire sa vie. Entreprendre, c'est une aventure, mais entreprendre avec ce sourire et cette envie de rendre le monde un peu plus beau, c'est la plus belle des aventures. Pour retrouver Léa, suis-la sur Cuisseau sur Insta et va jeter un œil sur son e-shop coloré et ingénieux qui change déjà la vie de nombreuses femmes. Moi, je te dis à la semaine prochaine.